Du 2 au 4 septembre, l'UQAM vous invite à sa grande rentrée musicale, une série de spectacles gratuits pour célébrer l'année scolaire qui commence. Mardi, c'est la grande rentrée musicale présentée par Choc.ca avec Chef Frank et Bonbonbon à la Place Pasteur. Mercredi, l'UQAM en spectacle fait sa rentrée avec notamment Laura Chambry, Gazebo Gang et Will Véro. Enfin, jeudi, c'est Naomi et Clay and Friends à l'Espace Saint-Denis. Plusieurs autres activités sont offertes, donc pour la programmation complète, rendez-vous sur uqam.ca/grande-rentrée. Pour découvrir les meilleures nouveautés musicales d'ici et d'ailleurs, c'est au palmarès de choc.ca que ça se passe. Découvre les 40 meilleurs albums locaux et les 40 meilleurs albums internationaux, tous styles confondus, au choc.ca/palmarès. Et si tu en veux plus, écoute les émissions du palmarès en direct et en rediffusion sur le choc.ca. Les palmarès de choc.ca, la référence musicale à Montréal. Pour découvrir des reportages qui sortent des sentiers battus, Choc est là pour toi. Notre équipe de bénévoles t'a concocté plein de reportages originaux. Société, culture, politique, UQAM et sport, on ratisse large mais toujours avec des angles précis. T'as juste à aller sur notre site internet au choc.ca dans la section reportages. Bonne écoute! Coucou, ici Vanille et vous écoutez la radio Choc. Onde civique. Un balado scientifique pour nous mobiliser. Souvent, on n'arrive même pas à être libre, même si on arrive à trouver du temps. C'est pas nécessairement de trouver du temps physique dans l'agenda. Le défi, c'est aussi de trouver de l'espace mental, c'est ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre 3 autrices d'un collectif qui ont écrit l'essai qui s'appelle « Libérer la paresse ». On veut les entendre parce qu'elles ont réfléchi à une révolution du monde par la paresse. Et on pense que ça va nous donner des munitions pour aller au-delà d'une logique de productivité. Et il y a aussi une solution plutôt facile et agréable à laquelle j'avais jamais pensé. Oui, il y en a des solutions, tu vois, faut rester au lit, puis ça marche. C'est ça, masturbez-vous. Parce que sans culpabilité, sans culpabilité. Sans culpabilité, oui. Oui. Bienvenue à Onde civique. Et c'est parti! On aborde entre autres les questions suivantes. Comment changer un imaginaire collectif? C'est quoi la dictature de la cloche? Pourquoi des personnes chercheraient à ne pas développer son potentiel? Pourquoi on veut rendre tout productif? La paresse, est-ce que c'est pour tout le monde? Comment rester évaché sur son divan, binge-watchant une télé-réalité plate sur Netflix en mangeant sa crème glacée Ben & Jerry à même le pot emmitouflé dans sa couverture de sirène en tâtant la bédaine de son charou un jour de semaine sans se sentir coupable? Une révolution par la paresse. Saison 1, épisode 5. Maryse Tremblay. Charles Roy. Au dernier épisode, on a rencontré Alexandra Lamoureux. Puis elle nous a montré comment elle convainc des entreprises à faire moins travailler leurs employés. On en est venu à la conclusion que ça prenait un changement de mentalité de la société. Rien de moins. Et pour arriver à retrouver du temps de qualité, au fond. Donc aujourd'hui, on rencontre Geneviève Morin et Nathalie-Anne Roy, qui dirigent la création d'une série de livres collectifs très sympas dédiés à nous libérer des péchés capitaux. Donc après libérer la culotte qui s'attaquait à la luxure et libérer la colère, elles se sont donc attaquées à libérer la paresse. Geneviève et Nathalie-Anne sont accompagnées de Joël Basque, qui signe le chapitre intitulé « L'éparpillement ». Date de l'entrevue, décembre 2024. Je m'appelle Geneviève Morin et je suis fatiguée. Tu veux d'autres matériels? Dans la vie ou aujourd'hui? Je suis très fatiguée dans la vie, mais non, c'est ça. Je suis contente d'être bien entourée aujourd'hui. C'est le fun. J'ai hâte de jaser avec vous autres. Et... Allô, je m'appelle Joëlle Basque. Je suis professeure à l'Université des Luc en communication. Je suis une personne très sociable, très relationnelle. T'as un beau chandail ballet up. Tu vas-tu nous faire comme des arabesques ou quelque chose?
juste seulement des arabesques vocales lors de l'entrevue. On va se calmer. Bonjour, moi c'est Nathalie-Anne Roy. Je porte plusieurs chapeaux. Je dirais que je suis une artiste multidisciplinaire, une autrice, une designer, une illustratrice, puis une maman, une mère, puis souvent en tabarnak, puis fatiguée. Voilà. Toi, t'as fait une vraie bio. Ouais. Toi, t'as compris la consigne. Ouais, moi, je suis une bonne élève. J'étais trop fatiguée pour T'étais trop fatiguée. respecter la consigne au complet. T'as pris l'angle de la paresse pour répondre. C'est une bio paresseuse. Ouais. Mais aujourd'hui, dans le fond, le problème qu'on s'attardait, c'était le manque de temps. Catherine manquait de temps de qualité. Et là, on se dit, comment est-ce qu'on peut attaquer ce problème-là? Puis il y a un changement de paradigme à opérer. Selon ce qu'on constate, là, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on s'imagine le monde autrement que dans l'espèce de capitalisme fébrile qui nous entoure. Puis là, c'est là qu'on s'est dit, pour changer de paradigme, ça prend parfois des artistes ou des personnes qui élèvent la voix et qui se mettent ensemble, comme dans le cas du collectif que vous partagez, pour essayer de partager cette nouvelle pensée-là. Donc, je trouvais ça très chouette de vous avoir parmi nous pour montrer un peu qu'est-ce que c'était ce collectif, c'est quoi la parole qui est émergée de ce rassemblement. Il y a eu beaucoup d'obstacles à la libération en tant que telle de la paresse. Donc, on n'est peut-être pas là pour offrir tant de solutions, mais on peut réfléchir ensemble, on peut parler de quelques textes qui pointent vers des pistes. Tout à fait. Mais on ne se fera pas les reines de la libération totale du temps et de la paresse. Hein, mais avec un peu plus de yoga puis de bulles dans le bain, tu penses pas qu'on peut y arriver, Nathalie? Le self-care. Ouais, le fameux self-care, une injonction de plus aux femmes, beaucoup, aux travailleurs, travailleuses. Prenez soin de vous, mais on vous libérera pas plus de temps au travail, là, mais trouvez du temps pour vous reposer. Oui, il y a vraiment cette question de l'individu qui devrait porter à lui seul les solutions pour créer du temps ou de la qualité. Puis c'est pas ça qu'on découvre. Hein. On découvre en fait que c'est des solutions collectives qui feraient du bien d'avoir ces réflexions-là ensemble. Tout à fait. Mais déjà, de parler de la paresse, de libérer la paresse, qui est un des péchés capitaux, si on peut le dire. Donc, ça ramène de parler positivement de ça. C'est ce que vous faites un peu dans votre livre collectif. Oui, la paresse, on l'honore, c'est notre meilleur ami. Puis c'est vrai que les péchés capitaux, ils ont été presque écrits contre les femmes, on trouve, là, puis contre les personnes minorisées, puis moins privilégiées pour créer du shame, créer de la honte. Alors, on s'était attaqué, c'est ça, à la colère puis à la luxure. Puis là, quand on a fait un get-together d'auteuristes, on leur a demandé c'est quoi le prochain péché capital à libérer, puis on était post-pandémie, puis je pense que tout le monde était en dépression post-pandémie, là. Puis tout le monde a dit, c'est la paresse. C'est la paresse parce qu'on est épuisé, ça marche pas, on n'y arrive pas, on va d'un burn-out à l'autre. Il y en a qui parlent du burn-out militant, il y en a qui parlent du burn-out parental. Puis c'est ça, on a réfléchi à ça, puis on s'est dit, il faudrait vraiment qu'on arrête de rentrer dans la machine, puis qu'on arrête de performer. Puis pour ça, ça peut vouloir dire on n'en fera pas plus, puis on prendra pas les promotions, puis on prendra pas les charges mentales de plus non plus, puis on va dire non, puis on va rester couché. Puis là, je me souviens, notre éditrice aux éditions du Remue-Ménage, elle nous a dit, mais si on fait ça, le monde va s'effondrer. Puis on a dit, effondrons-nous ensemble. On s'effondre ensemble. Fait que je pense que celles qui nous écoutent peuvent se dire, demain matin, là, on reste toutes couchés. Puis ça commence peut-être par ça. Ça commence par s'en demander moins puis en faire moins, mais collectivement, de façon plus systémique que chacun chez soi. Ouais. Merci. Est-ce que vous pouvez peut-être faire un profil des types de personnes qui ont écrit dans le bouquin? Il y a des gens de l'académique. Oui, bonjour Joël Basque. Bonjour. Je suis heureuse d'être à l'UQAM. Je suis dans mon élément, le monde académique. Monde de performance, s'il en est un. Mais puis la paresse, c'est assez tabou dans ce monde-là. Oui, puis c'est pas bien vu parce que il faut toujours produire plus, écrire plus. C'est le nombre de publications, c'est le nombre d'activités que tu as faites.
les cours que tu as montés, que tu as donnés. Donc, oui, c'était un monde où parler de paresse, c'était pas évident. Il y avait une petite audace de ma part. On te remercie. Oui, mais je tenais absolument à participer. Ça prend beaucoup de courage. À votre collectif parce que ça me parlait beaucoup. Puis je pense qu'il y a quand même des gens dans le monde académique de plus en plus qui essaient de revoir qu'est-ce que ça veut dire la performance dans le monde académique parce que on se rendait compte que c'était au détriment des femmes, hein, que les femmes qui avaient des enfants, ça ralentit la carrière, alors qu'un homme dans le monde académique, on t'avertit, attention, exactement. Si tu choisis de faire des enfants. Ben oui, on me l'a dit, alors que moi, j'en parlais pas beaucoup. À ce moment-là, je vivais l'infertilité. Alors, j'arrivais pas à avoir un enfant. C'était quelque chose qui me causait beaucoup de douleur, de tristesse, ça m'habitait. Dans le texte, je dis que je mourais à l'intérieur, c'est comme ce que je me sentais. Et là, on me dit, mais tu sais, avoir des enfants, ça ralentit la carrière des femmes professeurs. Et là, j'étais comme, ouais, mais il y a peut-être autre chose que la carrière dans la vie aussi. Hein. Donc, moi, je me souviens que tu lisais cet extrait-là au lancement avec ta fille accrochée à ta jambe. C'était tellement beau, cette photo-là, où tu dis, ouais, mais moi, je veux-tu juste la carrière? Ou puis là, en tout cas, l'image était vraiment fabuleuse. Je te dis, le monde académique, ça a été beaucoup pensé par et pour les hommes, mais on se rendait compte aussi que la réflexion sur la paresse, tout ce qui est réfléchir, la le philosophie ralentissement, du canapé. La philosophie du canapé, le droit à la paresse, l'art presque perdu de rien faire. Tu sais, on se rendait compte que tout le monde qui a écrit sur la flânerie, sur la paresse, sur le ralentissement, sur prendre ce temps-là, ont tous un petit quelque chose en commun, là, finalement. Puis... Ils ont un pénis. T'as-tu dit pénis après comme 10 minutes que l'enregistrement est commencé, Maryse? Wow! On a l'autrice de jouissive ici. Là, ça m'étonne que j'aie pas dit vraiment longtemps. Normalement, je parle de sieste masturbatoire, mais je t'ai pas rendue là encore. Ça s'en vient. Merci pour les droits d'aller là. Oui, Nathalie, elle a dit sieste masturbatoire à Radio-Can. À Radio-Canada, à un moment donné. Puis là, elle était comme, j'ai dit masturbatoire à Radio-Can. Mais j'ai écrit un texte sur mes meilleurs orgasmes dans la paresse. Parce que tu as su ralentir. En fait, j'ai été tenue de ralentir parce que le salariat m'a brisé, parce que j'ai été en épuisement pendant 14 mois, donc un épuisement professionnel. Puis ce que ça l'a ouvert comme porte, c'était du temps. Donc, le temps de qualité, le temps, tu sais, quand j'ai commencé à me rétablir un peu, de plus en plus à chaque jour, j'avais le luxe de... premièrement, j'avais pas le choix de faire la sieste pour réparer mon cerveau. Mais à un moment donné, la sieste est venue avec le plaisir d'être dans son lit et puis d'avoir le luxe de mon temps et de mon corps et de pas avoir de demande d'enfant parce qu'il était à l'école, pas d'avoir de demande de partenaire parce qu'il était au travail. Puis j'en ai profité pour avoir les meilleurs orgasmes. Puis trouver comment que mon corps est formidable. Puis, ouais. C'est un texte joyeux, ça, quand même. Oui, il y en a des solutions. Tu vois, faut rester au lit, puis ça marche. C'est ça. Masturbez-vous. Parce que sans culpabilité. Sans culpabilité, oui. Oui, parce qu'il y avait toujours ça qui venait avec mes expériences. Tu sais, j'avais un rapport sain avec mon corps, mais il y avait toujours cette « Oh, je devrais être en train de produire, je devrais être en train de faire quelque chose. » Nettoyer quelque chose, ramasser quelque chose, préparer la prochaine affaire. Ah, j'ai-tu pensé au sac, j'ai-tu pensé à l'épicerie, tu sais, tout ça. Mais d'avoir ce luxe de... Pas de culpabilité, juste le temps. Ouais. Puis parce que c'est vraiment un luxe, justement. Puis on s'est rendu compte que parce qu'il y en a plusieurs que dans leur texte nous écrivent que même quand ils arrivent à ralentir, ils sont pas plus libres de leur temps ou de leur espace mental parce que là, c'est l'obsession de la beauté qui prend la place. On pense à Roxane Belair. Parce que c'est l'hypocondrie, Josiane Cossette, les enjeux de santé mentale, d'identité. Fait que souvent, on n'arrive même pas à être libre, même si on arrive à trouver du temps. C'est pas nécessairement de trouver du temps physique dans l'agenda. Le défi, c'est aussi de trouver de l'espace mental. C'est ça. Oui, puis la culpabilité, quand on parle de paresse, là,
les femmes, là, c'est pour ça que je suis contente que vous avez pris ce terme-là, parce que justement, la paresse, ça s'associe à se laisser aller, justement, pas se reposer, pas avec des injonctions. Puis c'est pour ça que c'est révolutionnaire, cette paresse-là. Parce que même les femmes, quand on se dégage du temps, mais on pense, on veut remplir ce temps-là. Ah, mais là, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir un lavage, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, j'ai ça à organiser, j'ai ça à planifier. Mais non, tu sais, c'est juste de prendre du temps pour soi, d'ouvrir un livre sans culpabilité. C'est ça qui est tout le travail. C'est ça le gros défi. C'est ça qui est dur. Puis aussi, pas seulement, des fois aussi, même quand on veut se reposer puis prendre du temps pour toi, c'est comme s'il faut qu'on le remplisse ce temps-là. C'est comme maximiser notre temps de repos, là, tu sais. C'est comme, mais non, la paresse, c'est, je veux dire, rien faire. Oui, puis on demande aussi d'arrêter de vouloir rendre productif le temps paressé. Pourquoi on voudrait tout le temps rendre productif? C'est ça. Parce qu'il y a comme tout un lingo là, du monde des affaires qui peut peut-être avoir un petit penchant vers ah oui, le repos, on fait faire des siestes à l'ouvrage. Je suis pas contre. Sauf que Mais c'est des arguments de productivité. Ben c'est ça, c'est toujours pour amener à la productivité. Ouais. Fait qu'on questionne ça, on lève le sourcil. On aime beaucoup Tricia Hersey qui dit dans Rest is Resistance, a dit l'héritage d'épuisement cesse avec moi. Puis de faire attention de ne pas transmettre ça à nos enfants. Parce que si on veut notre repos même productif, puis si on veut, c'est parce que depuis qu'on est tout jeune, là, on court après les notes, on court après la cloche, l'école, le toujours plus. Puis il y a Rebecca Boilly-Duguay dans Libérer la paresse qui dit « Moi, je ne réaliserai pas mon plein potentiel. » Puis à chaque fois qu'elle a dit « Je suis réceptionniste là, dans un hôtel, c'est son travail », les gens sont comme « Ah, mais tu pourrais. » Tu sais, parce que c'est une personne brillante et « Ah, mais tu pourrais peut-être être avocate, tu pourrais peut-être être... T'es drôle, tu pourrais être humoriste, tu pourrais être ci, tu pourrais être ça. » Puis elle est comme « Non, mon potentiel, je vous le dois pas, je le dois à personne et je décide de pas l'utiliser. » C'est tellement révolutionnaire. C'est tellement révolutionnaire. Rebecca, la révolution. Absolument, absolument. Vraiment. Moi, je vous disais, j'ai obtenu ma permanence. C'est une grosse... On dit bravo. C'est un gros jalon dans le monde académique et ça vient justement paradoxalement avec un peu de luxe, justement, pour plus de paresse, parce que là, ben, j'ai travaillé très fort, justement, j'ai performé pour me rendre là, mais là, pour moi, c'était comme, mais enfin, je peux ralentir un petit peu, tu sais, j'ai accédé à ça, j'ai un peu de sécurité après des années un peu difficiles à galérer. Et là, mais là, il y a des collègues qui me disent t'as ta permanence, maintenant tu vas devenir une star. Puis là, je dis tu vas être là, tu vas continuer. Puis là, je suis comme mon but, c'est pas être une star du monde académique. Non, je veux faire des projets. Tu un autographe en sortant, Joël, avant d'être trop connue? Ça va être trop cher. Je veux juste faire des projets qui m'allument avec des gens que j'aime, des gens bienveillants qui contribuent à quelque part à changer le monde à ma hauteur dans ce que je fais. Puis c'est tout. Tu sais, j'ai aucune ambition là, d'aller dans les conférences puis de me faire reconnaître puis dans le monde académique et tout. Puis je pense que ça, c'est quelque chose... C'est confrontant, hein, ça, ce que tu dis là, mon Dieu. Je parle beaucoup du monde académique, mais c'est vraiment pas le seul monde où il y a la culture de la performance. Hein. Puis je pense que dans tous les milieux de travail, il faut revoir qu'est-ce qu'on voit comme étant la productivité, puis on peut-tu redonner de la signification à ce qu'on fait, au-delà de toujours plus. Nataliane puis moi, on a décidé de démissionner du salariat, puis la raison pourquoi on a décidé ça, c'est que notre travail, tu l'as dit tantôt, nous a vraiment cassé d'une façon différente de part et d'autre. Moi, j'en parle dans le livre que j'ai été congédiée avec pas beaucoup de dignité dans le milieu communautaire, là, dans un organisme en santé mentale, suite à une dépression. Puis c'est magnifique, c'est magnifique. Puis même chose. Alors, tu sais qu'on dit le travail doit, il y a une révolution du travail à faire. Puis c'est clair parce qu'on est nombreuses à choisir d'être pigistes puis travailleurs autonomes et tout ça pour se sortir de ce système-là, pour troquer peut-être un peu la sécurité, mais pour plus de sens dans nos vies aussi, puis pour plus de sens dans nos horaires, pour plus de respect aussi de nos limites, puis de nos besoins, puis de cet équilibre qu'on recherche. Fait que je pense qu'il y a une grande, grande révolution à faire dans le monde du travail, là.
Donc, on est rendu au segment à chaud, là, celui où on vous résume une œuvre, un balado, un texte scientifique pour complémenter le point de vue des intervenants qu'on rencontre ici en notre micro. Dans le HO aujourd'hui, je vous parle du livre de Hartmut Rosa, Aliénation et accélération, qui est un peu un incontournable. Dès qu'on lit des textes sur l'accélération et la qualité, le temps de qualité, ben on se retrouve toujours à voir ce nom-là passer. Donc, je me suis donné le devoir de vous partager cette lecture-là. Par contre, c'est un texte qui est relativement aride dans le sens qu'il est assez théorique. Son objectif à Hartmut, c'est d'ajouter le concept de la temporalité dans la théorie critique. Donc, bon, c'est pas tout qui est super amusant à lire, mais il y a vraiment des belles petites pépites pour mieux comprendre l'accélération à l'ère de la modernité tardive, comme il l'appelle, donc à notre époque. Il va premièrement définir 3 types d'accélération. Donc, l'accélération des techniques, l'accélération des rythmes de vie et l'accélération du changement social. L'accélération technique, c'est relativement assez simple, vous devez le deviner. Là, c'est tout ce qui est, dans le fond, l'accélération de nos technologies de l'information, par exemple, qui va augmenter le nombre de tâches et de messages qu'on peut recevoir dans une journée. Il va parler, entre autres, du fait de, avant, bon, on rédigeait une lettre, on l'envoyait, puis là, on la recevait quelques jours plus tard, puis tout ça faisait en sorte qu'on recevait, au final, une quantité de lettres somme toute réduite. Puis là, ben la technologie était supposée nous permettre d'économiser du temps sur ce processus-là. Mais ce qu'elle fait, en fait, ce n'est pas nous donner plus de temps, mais au contraire, mais étant donné que c'est plus simple d'envoyer des lettres, ben on en reçoit plus par jour, donc le temps de traitement de ces lettres-là prend plus de temps. Et donc, vient le fait de manquer de temps au final dans nos journées. Donc, le deuxième type d'accélération, l'accélération des rythmes de vie, puis ça, c'est quand même un peu corrélé avec l'accélération technique, parce que, ben on parle qu'on fait plus de tâches dans une seule journée, on devient multitâche, on a ce sentiment de stress, d'accumulation d'activités et de tâches. Puis finalement, le troisième type, c'est l'accélération du changement social. Puis ça, ben, il va parler entre autres que l'accélération du changement social, c'est basé sur le fait de la stabilité, de l'utilité de nos savoirs. Puis là, ben jadis, on pouvait cette stabilité-là, elle était intergénérationnelle. Donc, par exemple, au niveau des métiers, on apprenait un métier, on travaillait toute notre vie dans une discipline, on léguait même notre entreprise familiale à nos enfants. Puis là, ben, on est plus dans une logique intragénérationnelle. Donc, les changements se font au sein même de notre génération, au sein même d'une vie. Donc là, on peut changer d'emploi plusieurs fois au courant d'une vie. Même au niveau des familles, ben, on n'est plus dans une logique de famille avec un mariage, 2 parents qui vont élever les enfants tout au long de leur vie. Mais là, il y a même des familles recomposées, des divorces qui font en sorte qu'on a un changement à l'intérieur de nos familles. Puis, ben, ces 3 types d'accélération-là vont se nourrir au sein d'un cycle pernicieux et infernal. Donc là, ça s'alimente mutuellement. 2 autres raisons pourquoi c'est grave l'accélération, ben parce que en fait la démocratie, qui est jugée comme la meilleure manière de gouverner en ce moment, mais ça demande du temps. Ça demande du temps pour consulter les différents points de vue de la société puis prendre la meilleure décision. Ça prend du temps aussi pour créer, pour penser, pour innover, pour développer des idées. Donc, tout ça demande du temps. Donc, c'est un peu difficile quand on a l'impression que le temps devient une rareté dans nos sociétés. Si vous voulez voir le HO sur vidéo, le lien est en description de l'épisode ainsi que les références. Un gros merci à l'ESG-UQAM, puis c'est l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Puis, ben, c'est ça, c'est une université qui est proche de ses étudiantes, de ce que j'ai vécu. Puis, entre autres, avec le balado, ils nous ont beaucoup aidé avec toutes les communications, là, avec réfléchir notre logo, diffuser notre parole, être présent même dans nos événements. Donc, on vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est là que Jerry arrive. Hein? Honte civique, un balado scientifique pour nous mobiliser. On a entendu précédemment des expériences de femmes à bout, on pourrait dire, hein, des femmes qui réagissent vis-à-vis de la culture de la performance, qui ont été déchirées, qui
Qui constate aussi que la paresse a été réfléchie par les hommes. En tout cas, je répéterai pas qu'elles ont dit vraiment de façon éloquente. Et ce qu'on va entendre maintenant, c'est des exemples concrets de résistance de cette culture de la performance. C'est quoi les leviers individuels qu'on a à notre disposition pour changer les mentalités? Levier individuel. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est pas la bonne question. Parce que la question, c'est les leviers collectifs. Parce que, tu sais, nous, on écrit, on écrit, c'est une chorale, là, déjà, la force du nombre, là, que ce soit un collectif, d'écrire de l'essai en collectif, c'est beaucoup plus de travail. On connaît plein de directrices de collectifs qui nous disent, on fera plus jamais ça parce que ça n'a pas d'allure, tout ça. Donc, juste de se rassembler puis de faire ces paroles-là ensemble, en solidarité. Puis c'est la même chose qu'il faut faire dans l'ensemble de nos systèmes. Moi, je crois beaucoup à l'agir collectif. Fait qu'individuel, écoute, c'est beaucoup trop lourd à porter, puis ça nous nuit, alors que c'est collectif. Là. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire moi, tu sais? Fait que c'est pour ça que je posais la question comme ça. Mais c'est libérer la paresse. Ça va être tisser des liens, puis avoir des conversations avec les gens, décider ensemble de faire différemment. Tu sais. Moi, depuis que je parle que je n'amène plus mes enfants à l'heure à l'école, parce qu'on va se lever quand on va se lever, puis c'est fini. Un excellent texte. La dictature de la cloche. Mais il y a plein de parents qui viennent me voir puis ils disent « Hey, moi aussi, je commence à faire ça. Je commence à faire ça dans mon école. Je commence à faire ça avec mes enfants, tout ça. » Mais je pense que c'est vraiment en s'en parlant puis en n'étant pas les seuls. C'est sûr que je suis la seule qui le fait à l'école de mes enfants, puis j'ai l'air un peu bizarre ou alternative. Là. Puis j'entends le jugement de la secrétaire dans son silence. Oui, alors nous prenions un matin de santé mentale. Mais bon, fait que c'est à force de le faire puis de s'en parler ensemble parce que c'est ça. Puis les espaces comme juste là que vous créez aussi, ça nous permet de se dire hey, je suis pas tout seul là. Je suis pas tout seul à me lutter dans mon coin avec ces enjeux-là. Là. Mais puis j'y crois à la démission aussi. Comme c'est correct de démissionner, c'est correct d'en faire moins. C'est correct de faire une entrevue de départ. C'est correct. Il faudrait faire des entrevues de départ et tout dire. Peut-être dans des organisations, mais aussi, il ne faut pas juste mettre en place des entrevues de départ puis après ça, tabletter les résultats. J'ai jamais vu ça. On a dit que dans notre manifeste qu'on voulait... Miaou! On a dit qu'on voulait faire l'apologie du botchage, qu'on refuserait les promotions, qu'on en ferait toujours moins, bare minimum. Et que je pense que... On n'est pas dans le toujours plus. Le toujours plus, c'est super capitaliste là. Si on veut commencer, on parle de décroissance et tout, mais il faut s'auto-décroître dans nos attentes. C'est peut-être ça le levier individuel, c'est peut-être de changer nos attentes envers nous-mêmes, qui est notre première action. Il y a Mélissa Molène-Dupuis qui parle de décoloniser son agenda. Peut-être que ce sera un texte que Catherine pourrait lire. Avec elle parle de la légende du Wendigo pour parler qu'on est une société cannibale, puis de remettre tout ça à sa place. Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait par ego aussi à travers tout ça, puis qu'est-ce qu'on fait pour les bonnes raisons. Fait que c'est une super réflexion intéressante. De manière systémique aussi avec Catherine Weill-Léger qui parlait de... Des formulaires. Peut-être réduire la poutine administrative des formulaires, puis peut-être faire un effort conscient tout le monde, parce qu'on n'est pas tous là à attendre ton courriel, ton formulaire, ton autre courriel. T'sais. Fait qu'il y a une petite révolution à faire de prendre soin dans les communications aussi. Puis essayer d'éviter l'éparpillement, la multiplication des petites tâches qui finalement nous prennent tellement de temps. Oui. On les remercie aussi, là, les gens qui nous ont... de manière vulnérable. Offert un texte. Puis, tu sais, même dans le fait de créer ce livre-là, il y a beaucoup de textes qui n'ont pas existé parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais moi, ma façon d'incarner la paresse, c'est de pas t'en parler. De dire non. De dire non, de pas d'écrire. Tu sais, puis choisir une autre activité. Puis c'est vraiment pas payant, là, écrire des choses dans un collectif. Donc, je me dis toujours qu'on devrait écrire pour un prochain livre. C'est ça. Mais apprendre à dire non, c'est une des actions individuelles, je pense. Mais pas juste de dire non, mais d'expliquer aussi. Ouais. Je pense parce que, bon, moi, là, je vais prendre mon petit chapeau de prof si Maryse me le permet, là, mais moi, j'étudie, dans le fond, la communication dans les organisations. Puis comment aussi, quand on parle des choses, c'est quand on parle, qu'on ramène, qu'on visibilise, on amène dans des conversations des enjeux, quand on visibilise des choses que là,
ben là, ça crée des conversations. Puis c'est ces conversations-là qui se cristallisent, après ça, qui sont ramenées dans d'autres conversations, qui fait que là, on peut changer les systèmes, tu sais, dans le fond. Fait que moi, je pense que la réponse, elle est individuelle aussi, elle est systémique. On doit passer une prise de conscience collective, puis je pense qu'il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place, mais ça commence par des actions individuelles aussi. Puis là, juste d'en parler aujourd'hui, le livre, les discussions, ça amène une discussion autour de ça. Ça amène des réflexions que les gens disent, OK, mais là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je disais que les lignes sur le CV, c'est ça qui est important. Mais là, il y a des grands organismes subventionnaires qui ont dit, ben là, si on se rend compte que c'est au détriment des femmes qui ont eu des pauses dans leur carrière, par exemple, qui ont eu des congés de maternité. Des travails de maternité. Oui, des travails de maternité. Pas dire congé de maternité, c'est du travail. Du travail. Et donc, qu'elles, ils ont travaillé à lever l'enfant. Ils devaient être rémunérés à plus que 55% du salaire. Ah, OK, continue, excuse-moi. Oui. Merci pour le petit aparté éditorial. Mais donc, les grands organismes subventionnaires ont dit, bon, ben, OK, au lieu de changer le CV commun canadien, qui est la liste de tout ce que tu as fait, ben là, on va amener, il va y avoir des CV narratifs. Où là, la personne peut expliquer son histoire de vie, puis ben pourquoi il y a des pauses dans son CV, ou peut-être que c'est une personne qui a un chemin atypique, qu'elle a eu un détour dans le monde professionnel avant de faire son doctorat, des choses comme ça qui ont une grande valeur. Et donc ça valorise d'autres parcours. Fait que je pense que plus qu'on a des discussions sur ces sujets-là, qu'on remet en question la façon dont les cultures de performance sont faites, ben on peut dire, OK, mais ça veut dire quoi alors? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une performance acceptable, si on va garder ce mot-là dans le monde académique, ça peut être dans d'autres dans le monde du travail, là, dans d'autres domaines et tout ça. Donc, de visibiliser ces enjeux-là, je pense que c'est vraiment important. Parce que tu parles que ça favorise, ça défavorise les parcours des femmes, mais aussi des personnes marginalisées, tout ça. Puis, mais à un moment donné, là, je veux juste qu'on réalise que c'est des discussions de privilégiés, parce que si on est en mode survie, puis qu'on doit, c'est ça, faire vivre des enfants, avoir des personnes à charge, puis on parle d'une posture vraiment de privilégié. Là, en ce moment, on est 3 personnes blanches, on est des personnes éduquées. Fait que je me demande toujours, cette conversation-là, comment on peut faire en sorte qu'elle ne retombe pas en fardeau sur les personnes au bas de l'échelle, sur les personnes les plus défavorisées, qui ont déjà de la misère à fonctionner. Puis c'est pas des personnes qui peuvent libérer la paresse. Non, on pense, mettons, à Yara El-Swedi qui parle de violence conjugale, puis comment qu'on peut pas prendre une pause ou de, on peut pas viser la paresse quand on est à guérir nos traumas. Ça fait que des enjeux de santé mentale, des enjeux de violence, des enjeux de neuroatypie, on parle pas de la même place, finalement. J'aurais aimé ça. C'est possible de lire des petits extraits qui sont inspirants, qui justement pourraient... On aime ça, faire ça. À un moment donné, je parle de ma fatigue. Je me sens constamment tiraillée, écartelée, ne sachant quoi prioriser. Mais quoi négliger aussi, parce qu'il y a des choix à faire. J'aime tellement avoir du temps pour me déposer, pour ressentir, pour véritablement écrire. Mais je m'éparpille sans fin entre toutes ces tâches à accomplir. Je lutte constamment contre ce sentiment d'échouer dans tout, qui chuchote à mon oreille que je n'en fais pas assez, que je suis insuffisante à la tâche, que je n'y arriverai pas. Pire, que je suis paresseuse, faute ultime dans le monde universitaire, ce monde qui crée des distorsions de ma vision de moi et de mes capacités, qui m'empêche de me reposer, de me régénérer. Je revendique la paresse comme émancipation, au lieu de la fuite, une façon de lutter contre l'éparpillement, de se recentrer, de se ressourcer. La vraie paresse qui permet de ne rien faire ou de s'immerger dans une activité qu'on aime, d'oublier l'horaire et les obligations. La paresse telle une baignade en eau froide qui rassénère. Et là, j'énumère quelques... C'est quoi que ça peut incarner, la paresse, dans des petits moments du quotidien? Il y a des grosses révolutions qu'on peut faire, mais il y a des petites révolutions aussi. La paresse dans le lavage qui tarde. Désolé, pas désolé, chérie, j'ai lu mon livre à la place. La paresse d'un moment sans rien faire, sans productivité, sans planification, sans but, sans ressentir le besoin d'en profiter, sans bénéfice autre que celui d'être seul et de ne rien faire. La paresse de rester au lit quelques minutes de plus pendant que le conjoint s'occupe des enfants. La paresse de repousser quelques obligations professionnelles pour prendre soin de moi. Et pour les autres, achetez le livre, découvrez-le.
Excellent. Mais c'est bien d'avoir cette parole-là aussi un peu plus poétique, un peu plus moins économique. Ouais. Nataliane a l'air vraiment prête à... Moi, j'avais envie de lire un petit morceau de Karine Côté-Andretti. Ça vous tente? Oui, bien sûr. Son texte s'appelle « Entre parenthèses ». Au départ, j'avais l'ambition de faire briller tous les projets personnels qui attendaient leur tour en coulisses. Finalement, j'ai réappris à vivre comme si personne ne pouvait liker mon emploi du temps pour me valider. J'ai défriché des sentiers pour montrer à mon cœur et à ma tête le chemin à suivre lorsque je serai prise de panique. Certaines journées, j'enseigne. D'autres, je respecte des engagements professionnels. Je m'assure néanmoins de meubler mes semaines en montant des montagnes, en écrivant pour le plaisir, en jouant du piano, en passant du temps avec mes amis, en étirant le lunch avec mon amoureux, en passant des journées solo avec chacun de mes enfants que je garde à la maison beaucoup plus souvent. Puis le soir, une fois les histoires lues, les bras offerts comme espace sécuritaire où s'abandonner et le reset de la maison complété pour ne pas me réveiller surstimulée, je travaille. Oui, je me couche tard, même si ces tâches sont partagées avec mon partenaire. Mais je repoussais l'arrivée de Morphée avant aussi parce que je voulais disposer d'une agentivité du peu de temps que le capitalisme me laissait en argent de poche. J'étais épuisée quand même, mais d'une autre sorte de fatigue. Partager ma vie avec une personne qui valorise le travail invisible et qui le met sur un pied d'égalité avec son travail rémunéré contribue évidemment à la fluidité de ce rythme de vie. Une autre offre, mais très intéressante, privilégiée, que dirait Karine? Moi, je dis privilégiée parce que c'est juste le fait d'avoir un conjoint, deux salaires. On est déjà dans des choses mère monoparentale. Mais mais on est dans des privilèges, il faut juste s'en rendre compte. Mais Karine, elle a décidé d'être pigiste, de travailler le soir parce que ses heures de présence de cerveau, elle a décidé de les investir dans d'autres choses que le travail. C'est quand même fabuleux. Fait que ça, c'est un modèle révolutionnaire. Puis elle dit, tant qu'à scroller ou faire du Netflix jusqu'à minuit, c'est le soir que je vais travailler, après que j'ai couché les enfants. Puis le jour, je vais voir des amis, faire du yoga, aller faire de la rando. Fait qu'elle fait ce qu'elle veut à temps plein le jour. Puis elle fait ses contrats le soir. Ça, on trouvait ça super cool. Tu veux que je te lise une partie de notre intro? Oui. D'accord. Ce livre appelle Une révolution tranquille. Notre épuisement est politique. C'est une question de santé publique, un enjeu économique. Nous avons besoin de plus de productivité au Québec, a dit notre premier ministre pour expliquer son refus de faire de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation un jour férié au Québec. Mais le temps dit non productif est peut-être celui qui crée le plus de valeur et de richesse. On manque de modèles. La paresse est une inaccessible étoile. Il faut peut-être devenir ces modèles. Nous ferons la révolution en sweatpants. Nous dirons non. Nous nous lèverons tard. Nous arriverons quand nous arriverons. Nous ne performerons plus rien. Nous ferons l'étoile, Pillow Princesses. Nous ne serons plus des machines. Nos maisons seront en bordel. Nos cheveux seront gras. Nous nous laisserons aller big time, n'en déplaise à Aznavour. Nous aurons la flemme. Nous travaillerons peu et mal. Bare minimum, apologie du botchage. Nous ne tolérerons pas d'être fatigués. Nous prendrons de longues vacances. Nos agendas seront vides. Nous nous ennuierons, des journées complètes à inventer. Pour briser l'ennui, nous nous rassemblerons. Nous jaserons sur les trottoirs, dans les cafés. Nous prendrons des nouvelles, prendrons soin de nous. Nous organiserons le grand ralentissement. Et la vie passera moins vite. Nous exigerons des espaces de sommeil en milieu de travail. Nous aurons un fonds d'indemnisation pour personnes à bout parce que chaque burn-out sera notre responsabilité collective. Les boss qui épuisent leur monde seront congédiés, mais dans la dignité. Nous refuserons les promotions. Les semaines de travail de 5 jours seront illégales. Nos enfants n'auront jamais été aussi heureux. Notre vie sera douce et lente. Elle en sera d'autant plus enrichissante. Il faut libérer la paresse, c'est urgent.
C'est bon. Oui, preach. Bravo, Geneviève. Preach, girl. J'aime ça, les manifestes. Ouais. Le manifeste de la paresse. Catherine aussi énonçait que c'était urgent. Il demandait comment on peut faire pour que ça change au plus vite. Oui. Ce qui est un peu ironique parce que c'est manque de temps de qualité. Oui, vite la paresse. Josiane Cossette, elle avait dans son téléphone. Dans son agenda, c'était écrit urgent paresse. Parce qu'il fallait qu'elle nous livre le texte. On trouvait ça vraiment ironique. Nous aussi, sur les deadlines, là, on était comme, hey, on est-tu en train de se stresser avec la paresse, là? Oui, puis moi, je pense qu'il faut mettre à notre agenda urgent, paresse, pour que ça soit un moment de rien faire. Ouais. Hein, on va reprendre le urgent paresse de Josiane, puis on va le mettre à l'agenda. Ça va être urgent, là, j'ai besoin de me reposer de façon urgente et de paresser, pour de vrai. J'en profite pour faire du pouce puis dire merci à nos autoristes d'avoir écrit ces textes merveilleux. Vous irez trouver ce livre et le lire. Et j'en profite pour dire merci aux éditions du Remue-Ménage, parce que une maison d'édition féministe fabuleuse au Québec, puis on n'existerait pas sans leur accompagnement aussi, nous. Merci, Onde Civique. C'est comme vos crédits, là. C'est comme le générique. On est en train de te clore la patente. Je sais pas si tu en allais là. Oui. Il y a des pistes. Il y a vraiment beaucoup de pistes. Oui. Vous êtes très généreuse. À la fois individuelle et systémique. Donc, à réfléchir. Yay! Merci. Merci. Oh, wow, OK. Il y a comme abondance d'idées. Ma tête est en ébullition. Je pense que, probablement que Charles, tu corrobores avec moi, mais ça a été tough de couper cet épisode-là. C'était tellement fluide. Puis ils ont tellement amené plein de possibilités d'action, autant individuelles que les collectives, qu'on dirait que j'avais juste envie, genre, de vous les nommer en vrac rapidement, puis que chacun puisse pick and choose qu'est-ce qui leur convient, tu sais. Fait que là, je vous les nomme en rafale. Donc, elles ont nommé se masturber sans culpabilité, se rassembler, créer des espaces de partage, de faire l'apologie du botchage, de refuser les promotions, de pas à devoir à personne son plein potentiel, apprendre à dire non et expliquer pourquoi pour visibiliser les choses. Bien évidemment, libérer la paresse. Elles ont nommé démissionner du salariat pour redonner du sens au travail et travailler à son rythme. Pour les entreprises, elles ont dit de faire des entrevues de départ et de ne pas les tabletter, visibiliser des choses pour arriver à une prise de conscience collective, s'auto-décroître dans nos attentes, se faire écho dans nos actes de courage et devenir des modèles paresseux. Toi, Marie, tu viens de nommer là, en dernier devenir des modèles paresseux. Ah oui. Puis, moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai accroché. Ça nous en prend, des modèles de paresse. Puis je pense que j'ai toujours eu une jalousie cachée au fond de moi là, quand je voyais quelqu'un qui faisait d'autres choix que moi, que de se plier aux obligations. Puis en même temps, je dis plier aux obligations, c'est pas que... En fait, ils se sont dit, je suis obligé de rester au lit, par exemple. C'est une obligation. Oui, c'est ça. C'est comme une repriorisation de ce qui est très, très important, finalement. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que cette jalousie-là vient du fait que je suis jaloux que ces personnes-là s'écoutent réellement dans leurs besoins. Parce que l'être humain est naturellement paresseux. Puis ça, c'est difficile à admettre parce que notre société, notre culture, elle valorise tellement la productivité que c'est mal vu. Puis les entreprises, elles exploitent au bout notre côté paresseux. On nous vend toutes sortes d'affaires qui est simple, qui est facile. C'est vraiment l'argumentaire qui est mis de l'avant pour nous attirer parce qu'on est comme ça. On veut prendre tout le temps le chemin le plus court, puis penser à nous, puis s'ébâcher sur son divan avec son pot de crème glacée, puis son chorou. On remercie ces personnes pour leur présence et pour leur super livre « Libérer la paresse ». Elles ont fait paraître précédemment « Libérer la culotte » pour parler de la luxure et de libérer la colère. Et le dernier, « Libérer la paresse », est paru en 2024 aux éditions Remue-Ménage. On vous rappelle aussi que toutes les sources qui ont été nommées pendant l'épisode sont aussi en description de l'épisode. Cette première saison est soutenue par le Fonds de recherche du Québec et la chaire entrepreneuriale Altérité Société et Oxfam. C'était donc le dernier épisode qui termine notre investigation de la première solution de Catherine, qui était de travailler moins.
Catherine avait un problème, vous vous rappelez, du manque de temps de qualité. On avait 2 solutions pour elle qu'on investiguait. D'abord, travailler moins, ce qu'on vient de terminer, et aussi une meilleure répartition du travail invisible. Ça, c'est le travail qui nous reste à faire, Maryse. Ce qu'on peut déduire donc de tous nos entretiens, en fait, avec autant les chercheurs universitaires et les praticiens sur le terrain, c'est que pour avoir du temps de qualité, travailler moins, ça reste une solution qui est efficace individuellement, collectivement. Donc, on constate statistiquement des bienfaits pour ces initiatives-là de travailler moins. Mais dans notre système économique actuel, ça a quand même un coût pour le reste de l'humanité. C'est quoi, Maryse, dans le prochain épisode, là, je pense qu'on mérite une pause. Parce que faire cette recherche-là, c'est difficile dans le sens où ça ouvre plein de problèmes. Des fois, c'est déprimant. Et on vous invite à prendre la pause avec nous. On s'en va dans une chocolaterie. C'est vrai que ça c'est pas trop amer. Tu sens que c'est comme, ça fait du bien. Ouais, c'est doux. Et oui, on visite la cuisine des chocolats de Léa dans le prochain épisode. Puis, on réfléchit entre autres sur le fait que prendre soin de soi, ça a aussi un coût invisible. Est-ce qu'il existe encore de l'esclavagisme du chocolat? Eh oui! Mon Dieu! C'est comme, il n'y a aucune traçabilité. Là. C'est ça le problème. En fait, c'est la raison pourquoi c'est important d'encourager les chocolateries Bean to Bar. Et après cette pause chocolat, la deuxième solution, une meilleure distribution du travail domestique. On se retrouve bientôt. Et c'est fini.